Bienvenue à tout le monde. Veuillez bien vous introduire dans le chat. Prochaine diapo. Nous sommes ici pour le webinaire de séminaires, une série de séminaires d'apprentissage, de mise en œuvre. La bienvenue à la communauté des outils pour les nouveau-nés. Ce sera une plateforme de collaboration pour un progrès rapide pour pouvoir aller plus rapidement pour les soins aux nouveau-nés. Le sujet d'aujourd'hui, c'est où se trouve l'argent pour les nouveau-nés. Et pour partager des outils, des idées sur l'écran, maintenant, vous avez le code QR pour vous inscrire à la lettre d'information en français et nous suivre sur nos médias sociaux, Twitter, LinkedIn et Facebook. Prochaine diapo. Nous avons des événements passionnants qui vont arriver la semaine prochaine, le 14 novembre. Nous avons un autre webinaire très intéressant pour de mise en œuvre. Nous allons annoncer nos lauréats et partager des mises à jour très importantes sur les outils pour les nouveau-nés. Le 15 novembre, nous avons le lancement du supplément pédiatrique NEST 360 BMC. Beaucoup de papiers intéressants pour souligner leur expérience du NEST, des hôpitaux NEST 360. Et le 17 novembre, nous avons le jour de la prématurité mondiale. C'est un événement très important que nous allons dont nous allons faire la promotion. La bienvenue, veuillez bien vous introduire dans le chat. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je passe le micro à Lorraine. Lorraine, je vous en prie. Bien sûr, bonjour et la bienvenue à tous les francophones. Veuillez bien vous introduire dans le chat avec votre nom et votre profession et votre pays d'origine. Si vous voulez entendre le webinaire en français, il y a un icône en forme de globe en bas de votre écran Zoom. Vous pourrez aller dans le canal français. Merci. La bienvenue à tout le monde. Nous sommes ravis de vous avoir ici. Je m'appelle Joy Loyne et je serai votre modératrice pour le grand sujet d'aujourd'hui de l'argent. Je vais commencer aujourd'hui par commencer à dire pourquoi nous faudrait-il investir dans ce genre de sujet. Pourquoi est-ce que ceci a de l'intérêt pour les nouveau-nés, les mères et les morts-nés? Il y a beaucoup de chiffres, il y a 2,3 millions de décès de nouveau-nés, 1,9 million de morts-nés et 0,3 million de morts maternelles. Nous n'avons pas encore fait assez d'investissement dans ces grandes inégalités et ces grandes lacunes. Ce sont des grands chiffres à connaître. De façon importante, il nous faut transformer le narratif parce que pour ces problèmes, l'impact est massif potentiellement. Donc, il faut vraiment faire le cas pour un retour sur l'investissement. Le coût, surtout pour la mise en place, pour faire des soins de haute qualité maternelle et des nouveau-nés ne sont pas petits, mais les retours sont immenses et nous voulons souligner le papier qui va sortir dans quelques semaines en Tanzanie et qui montre le retour sur l'investissement de 8 à 12 dollars sur chaque dollar. Donc, il nous faut soutenir ce genre d'investissement. Nous avons aussi des objectifs, des ODD pour la maternité, la survie des nouveau-nés, des objectifs de développement durable. Nous n'avons pas encore des ODD, mais nous avons des cibles mondiales et nationales. Et nous avons 63 pays sont sur la bonne voie ne sont pas sur la bonne voie pour les changements urgents et les besoins de financement. Donc, ceux-ci vraiment sont des besoins très urgents soulignés par la communauté des nouveau-nés et des morts-nés. Quand nous regardons les actualités au jour le jour, il semblerait que le monde soit dans un grand incendie. Dans le centre de cette crise, ce sont les bébés et les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables aux crises. Les citoyens
les plus vulnérables sont les bébés nés avant terme et les bébés qui sont nés trop tôt. Ça a un impact dans toutes les familles du monde entier. Ce n'est pas restreint à une seule région. C'est un problème très important au niveau de l'inégalité, même dans les pays à haut revenu. Et pour les naissances avant terme, il y a le rapport des naissances prématurées. Il y a beaucoup de travaux à ce niveau à l'ONU montrent qu'il y a beaucoup d'opportunités. Nous pourrions aller plus vite, mais il y a une grande lacune au niveau de l'investissement. Donc, nous ne voulons pas seulement porter le violet à la couleur violette, mais nous voulons aussi avoir les données pour susciter des investissements, pour obtenir de l'argent et pour la mise en œuvre. Pour le faire, il nous faut nous servir d'une analyse vraiment très soigneuse qui vient d'être lancée pour la santé mondiale, pour comprendre différentes voies de financement. Il y a eu 2 papiers pour les fonds de financement de donneurs et le financement de recherche dans les pays à revenus faibles et moyens depuis 10 ans. Attention, je vais vous cacher la surprise, mais vous allez entendre plus de détails. Mais le financement est encore très, très petit comparé au fardeau, surtout pour les interventions d'urgence. J'espère que vous allez télécharger les papiers. Le lien sera dans le chat. Regardez comment nous pourrons faire un cas basé sur les preuves pour le changement. Un grand changement, ce n'est pas seulement pour nous d'avoir plus d'argent, mais de l'argent plus intelligent. Il faut être plus efficace. Il ne faut pas toujours revenir à zéro. C'est quelque chose d'important dans notre ensemble d'outils. Est-ce que nous pouvons partager et apprendre ensemble plus rapidement? Il nous faut apprendre à avoir des financements plus équitables. Ça ne veut pas dire que nous avons besoin de moins d'argent pour le malaria, l'immunisation ou le FIV, mais nous voulons avoir de l'argent qui est utilisé de façon équitable pour avoir un retour sur l'investissement sur les familles partout dans le monde. Et très important, c'est la décolonisation de l'ordre du jour. Qui c'est qui a l'argent? Et c'est critique pour les familles et les personnes à la table. Je note que ces papiers soulignent une énorme lacune pour le financement, pour la mortalité et du fait de la concentration, la mortinatalité. Et donc, nous allons nous concentrer sur les nouveau-nés. Je vais passer le micro à la magnifique Megan Kumar. C'est une assistante à l'école de Londres d'hygiène et de médecine tropicale. Elle va nous montrer les découvertes de papier. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous introduire notre papier sur l'importance du financement pour la mortinatalité entre 2002 et 2019. Je parle aujourd'hui pour la magnifique équipe d'auteurs. Ici sur la diapo, et il y a eu un financement par le biais de l'Alliance NES 360 qui se trouve en bas de la diapo. Quand nous avons commencé à regarder la disponibilité de financement pour empêcher les morts-nés et la mortinatalité, nous avons regardé 2,4 millions de décès annuellement et 98% arrivent dans les pays à revenus bas ou faibles. Nous avons vu un changement dans les années récentes. Les nouveau-nés reçoivent des politiques d'attention de la part des politiques qui est accrue, y compris des ODD dans 78 pays qui sont qui ciblent la mortalité et néonatale. Nous en savons quelque chose sur le paysage de financement. Le son est éteint.
Donc, il y a l'aide pour les nouveau-nés et nous voyons que ceci a un niveau assez haut de 15,9 milliards années, mais ça a été en stagnation depuis là. Les analyses précédentes pour le financement pour la mortalité et les nouveau-nés ont montré qu'il y avait un investissement limité pour la santé des nouveau-nés et presque pas de financement pour la prévention de la mortalité. Donc, la rhétorique autour de la prévention de la mortalité et des nouveau-nés va se traduire en un engagement financier. Nous avons pris des analyses de questions, premièrement sur les tendances, comment est-ce que le financement pour les nouveau-nés ou les morts-nés se sont accrus depuis les années précédentes, quels sont les plus grands financeurs et qui c'est qui reçoit l'argent. Et qu'est-ce qu'il y a de l'égalité parmi les pays qui reçoivent de l'argent. Pour pouvoir faire ça, nous avons regardé le système de rapport de créditeurs que nous allons appeler le CRS. Nous avons trouvé sur 3,8 millions de fichiers et nous avons regardé des types de flux spécifiques et nous avons refait des recherches pour la mention de termes clés qui a été mentionné dans l'appendice de notre publication. Nous avons trouvé 21 957 fichiers qui bénéficiaient, ou soit les nouveau-nés, soit les morts-nés. Parmi ceux-là, en seulement 46 mentionnaient la mortalité. C'est une très bonne ressource pour les personnes qui veulent faire des recherches à ce niveau. C'est la plus grande base de données au niveau mondial, mais ça manque des donneurs, y compris les grands donneurs tels que la Chine et le Brésil. Nous avons utilisé les méthodes Muskoka 2 pour le financement bilatéral et unilatéral. Nous avons utilisé des recherches par manuel soutenues par des codes. Alors, qu'avons-nous découvert? Nous avons découvert que l'aide pour les nouveau-nés dans le contexte du financement dans le secteur globalement n'a pas beaucoup changé en tant que pourcentage du total. Pendant les années précédentes, depuis 2009, nous avons vu une grande augmentation dans le financement, mais pendant les années précédentes, ça s'est maintenu à 10% pour les soins néonatales et d'enfants nouveau-nés. Donc, ce n'est pas beaucoup, bien moins d'1% mentionne la mortalité. Donc, ceci comprend à la fois les choses qui se concentrent sur les nouveau-nés, ainsi que toutes les aides de l'État et toute la santé maternelle et des nouveau-nés. Et si cette phrase va apparaître dans un paragraphe, ça va être souligné en tant que intervention, mais ne se concentre pas sur les nouveau-nés. Si vous regardez les interventions pour les nouveau-nés, nous pouvons voir le financement à ce niveau et souligné en rouge dans ce graphe. Vous voyez que ça représente une très petite fraction des donneurs dans ce contexte. Ce serait une invention telle que kangourou, soins kangourou, l'allaitement, qui se concentre sur la santé des nouveau-nés au lieu de se concentrer sur la diade ou la période plus grande qui couvre l'enfance. Ce qui est important également à considérer, c'est que ceci ne bénéficie pas exclusivement les nouveau-nés, mais sur les nouveau-nés en tant que receveurs. Presque tout ceci dans cette phase potentiellement a au moins un impact sur les parents ou bien les enfants dans les années ultérieures. Alors, donc, nous avons parlé surtout de la santé des nouveau-nés et de la prévention de la mortalité. Alors maintenant, jusqu'à 2009, nous n'avons vu la mortalité n'a pas été mentionnée du tout dans les fichiers de financement.
aucune aide entre 2002 et 2009. Entre 2010 et 2019, vous voyez que le graphe n'est même pas là. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Les tendances ne sont pas très claires et c'est seulement mentionné dans 46 des 21 957 fichiers, donc à peu près 49 millions de dollars. Nous avons ceci en tant qu'opportunité d'investissement dans le bien-être des bébés en utero et aussi l'opportunité d'avoir un impact sur d'autres interventions dans les soins maternaux, dans les grossesses, mais ceci n'est pas mentionné dans le cadre des financements. Finalement, qui sont les bénéficiaires de cet argent? Nous voyons, il y a des très faibles niveaux d'aide par décès. Nous avons une analyse sur les 9 pays les moins développés selon l'ONU et ils ont reçu moins de 100 dollars par décès de nouveau-nés ou mortinatalité. Vous voyez le fardeau à gauche en bleu et en rouge et le financement sur la droite. Donc, il y a un peu d'alignement, mais il y a une grande différence entre des pays avec un fardeau semblable. En haut du graphe, si vous avez le plus de mortinatalité, de 3,9 millions de morts recevra 820 millions d'aides en Éthiopie et dans la RDC reçoivent 370 millions pour 3,4 millions de mortinatalité. Donc, il y a aussi une grande variation dans ces pays de revenus, des niveaux de revenus, parce que le développement est dévarié. Finalement, qui c'est qui a fourni l'aide? Il y a ces petits groupes de financeurs. Ce sont des institutions bilatérales, l'USAID, le Canada et le Royaume-Uni, qui sont les 3 plus grands. Et vous avez la fondation Bill et Melinda Gates, qui est le financeur le plus haut au niveau de la philanthropie. Et vous avez aussi des financements très vulnérables au vu du petit nombre de financeurs et de bailleurs de fonds. Ceci signifie que nous avons des investissements majeurs par année de 15,9 milliards en 2029, mais il y a un manque d'homogénéité au vu des 50% des morts maternaux ou de mortinatalité, mais il faut des interventions qui sont à haut impact, qui se concentrent sur les nouveau-nés. Ce qui est bien, c'est que en général, les pays avec un plus grand fardeau semblent recevoir plus d'aide par montant de mortinatalité, mais c'est quand même vulnérable au vu que les donneurs sont quand même assez peu. Pour l'avenir, nous voulons continuer à poser des questions. Quelles sont les raisons sous-jacentes pour le manque de financement persistant et quels sont les mécanismes d'imputabilité efficaces pour l'aide et le financement au niveau national pour assurer la protection de ces grands groupes si importants et vulnérables? Merci. Merci beaucoup, Megan. Megan est parmi nous. Donc, si vous avez des questions, veuillez les poser dans la section foire aux questions Q&A, questions et réponses. Nous allons y répondre en fin de webinaire. Donc, ça, c'était le document sur les financements des donneurs. Nous allons parler du financement de la recherche partout dans le monde avec une lentille sur les pays à revenus faibles ou moyennes. Je suis ravie d'accueillir Dr Priège qui a préenregistré son discours. Bonjour bonjour tout le monde, je m'appelle Priès et je veux commencer par remercier les organisateurs de cette opportunité de partager ce travail important. Dans ce webinaire, nous allons parler du projet et des financements avec un groupe magnifique de personnes, d'universitaires qui travaillent à ceci et dans un papier qui vient d'être publié.
Je veux remercier toutes les personnes ici présentes sur l'écran pour tout leur travail. Et sans votre travail, tout ceci n'aurait pas été possible. Je veux aussi souligner que nous avons des nouvelles éditions et je veux aussi partager les cas de pays et de bébés et de tout le temps que nous avons travaillé à ce projet. Donc, peut-être la prochaine fois, nous pourrons en parler plus. Alors, nous allons faire une revue du financement des recherches liées aux nouveau-nés et à la mortalité. Nous avons c'est le plus grand la plus grande recherche avec 6 millions de subventions et ça peut être, nous avons des données supplémentaires sur là où ceci va aller être donné. En ce qui concerne ce qu'on connaît déjà, il n'y a pas beaucoup de littérature à ce niveau et quand on discute avec des experts, nous avons décidé de la sémantologie. Nous avons fait des analyses avec deux grands objectifs. Nous avons regardé ce qui se passait au niveau mondial avec un engagement pour 2 ans. Nous avons regardé les plus grands financeurs pour les nouveau-nés et la mortalité avec au moins 5 millions chacun. Ou bien des donneurs plus actifs avec au moins 75 subventions d'au moins 1 million chacun. Donc, second objectif, c'est concentrer sur le financement disponible depuis une décennie qui a été à la disposition des pays, des partenaires de recherche dans les pays pauvres. Nous voulions nous parler de l'environnement de financement où il y a 98% du fardeau. Nous avons catégorisé autour des thèmes de recherche, du type de recherche et les grands financeurs et les bailleurs de fonds. Cette diapo résume le flux du papier. Nous avons eu 10 000 titres de subventions et abstraits et à la fin, nous avons eu 3 000, y compris les subventions d'analyse pour les analyses en détail pour les deux objectifs. Notre premier objectif, nous avons trouvé qu'il y avait 550 subventions qui valaient 557 millions annuellement. Et il y avait moins de 2% de financement où il y avait le plus de fardeau. Un autre problème, c'est qu'il y avait seulement moins de 2% donnés pour la recherche à ce niveau. C'était très peu. La grande majorité des bailleurs de fonds venaient des USA ou de l'Europe. Et il y a eu basé en Europe et aussi en Amérique du Nord avec 7,1% basé en Afrique, 5,7% basé en Afrique sous-saharienne. Alors, nous avons son objectif, c'est de regarder le financement pendant la décennie précédente dans les pays pauvres. Vous avez les organisations de financeurs et le pays d'accueil. Donc, nous avons assumé que ce serait une distribution égale des fonds. Nous avons trouvé que 83,4% du financement, y compris les partenaires dans les pays pauvres, étaient décernés par des organisations basées dans l'HIC, 14,2% par l'UMIC et 2,3% par les pays à revenus faibles. De toutes ces subventions, il y a eu au moins un receveurs bénéficiaires dans un pays pauvre ont seulement 67,7% de financement, 300,9 millions qui étaient directement à la disposition des receveurs dans les pays pauvres, c'est-à-dire presque un tiers ont été co-alloués aux bénéficiaires d'organisations dans les pays à haut revenu. Donc, vous pouvez voir par les rubans de couleur violette que les économies des pays les plus riches ont reçu des financements de 68,8 millions et que dans les pays plus riches ont reçu 20,9% des 329,4 millions. Pour le financement moyen par subvention dans tous ces pays représente les pays qui ont le plus haut niveau
façon intéressante, telles que la Chine et le Brésil. Brésil, de façon intéressante, ces pays ont aussi la plus petite moyenne de subventions de 35 000 à 9 000 respectivement. Les bulles soulignent les pays qui ont reçu le plus de subventions, en notant que le Royaume-Uni a été le plus grand receveur de financement de recherche. Les organisations les 10 organisations les plus hautes qui ont financé la recherche ont été ici montrées, telles que la Fondation Bill et Melinda Gates. Vous avez aussi, pendant 10 ans, le financement a presque triplé de 23,5 millions à 68,2 millions. Les thèmes de recherche ont reçu le plus de financement pour les infections néonatales de 41,5% à 202 millions et les complications de mort après terme de 9,1% pour 44,4 millions. En dépit de manque d'homogénéité qu'on a montré auparavant, ceci montre l'alignement des financeurs. Toutefois, presque la moitié du financement est allé sur la découverte ou les recherches scientifiques avec 20,7% de recherche interventionnelle et la mise en œuvre qui a reçu moins de 3%, y compris les évaluations système et complexes. Donc, nous voulons dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour la recherche ni liée aux nouveau-nés et à la mortalité. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même de l'argent qui va aux pays pauvres et ça augmente d'année en année. Quand on regarde les données de plus près, il y a beaucoup d'autres problèmes et voici quelques recommandations que nous allons effectuer. Premièrement, quoique les pays à revenus faibles reçoivent plus de financement dans le contexte mondial, ce n'est pas commensuré avec le fardeau. Nous avons trouvé des montants qui ont été décernés à des institutions partenaires, surtout dans les pays plus riches. Ceci sert d'opportunité pour mener le travail pour les pays pauvres. La mortalité est rarement mentionnée dans les contextes et ceci a besoin de changer pour réaliser nos cibles de prévention de la mortalité. Dernièrement, en ce qui concerne les recherches, c'est clair qu'il y a beaucoup de financement pour la découverte et la compréhension des problèmes. Et au vu du fait que la littérature est déjà très publiée pour couvrir ces suggestions pour les interventions et la mise en œuvre de stratégies qui peuvent marcher dans le contexte des pays à petites ressources. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis sûre que mon équipe sera ravie d'y répondre. Merci. Merci, Priesh. Nous n'avons pas encore de questions pour vous dans la section de foire aux questions. De ces deux papiers, veuillez bien, ce sont de grandes découvertes, pas seulement universitaires, mais qui montrent aussi qui finance quoi, et venez poser vos questions dans la section de foire aux questions. Nous allons passer à une discussion très de haut niveau avec notre panel. Nous sommes ravis d'avoir nos invités spéciaux qui chacun vous donner leur point de vue personnel. Donc, ils vont passer à une foire aux questions. Je vous encourage tous et tous de poser vos questions dans le chat. Nous avons commencé par Dr. Nancy Lowenthal. C'est la directrice du centre de nouveau-nés et au bureau de l'USAID à Washington. Elle a travaillé en Afrique, en Asie et j'ai vu qu'elle a un doctorat dans changement de comportement qui semble très approprié à tout ceci. Alors, nous avons vu sur la diapo que l'USAID est le plus grand donneur pour les plus grand dans le monde pour la mortinatalité. Nous savons que vous êtes travaillé à ce niveau-là, donc j'aimerais vous demander
Comment voyez-vous la santé des nouveau-nés parmi vos priorités dans le Bureau de la santé mondiale et comment pouvons-nous avoir un impact sur les interventions à ce niveau? C'est encore un problème. Je vous passe le micro, cher docteur. Bonjour à tout le monde. Je suis heureuse d'être ici avec vous, avec ma collègue docteur Grispan et d'autres collègues dans le monde. Nous représentons le programme de l'USAID, dont c'est un grand honneur de parler à nos collègues dans le monde qui sont dédiés à améliorer la vie des populations les plus vulnérables. Nous apprécions que les chercheurs montrent vraiment de façon très solide la manque de financement pour pouvoir réduire les morts des femmes en dessous de 50 ans et les enfants en dessous. Nous voulons reconnaître l'importance d'investir dans la vie. Nous croyons fermement à un plan développé par des partenaires gouvernementaux pour mettre à l'échelle les solutions techniques basées sur les preuves à des problèmes techniques et reconnaître qu'il y a aussi un besoin pour la politique, les politiques pour assurer que le système de santé fonctionne et qu'il y a des ressources à leur disposition, qu'il y a des travailleurs, des médicaments, des budgets qui sont alloués en proportion aux besoins, de se concentrer à réduire ce qui pousse à la plus grande mortalité et morbidité. Au vu de notre investissement soutenu, l'USAID est heureux de dire que nous sommes les plus grands bilatéraux donneurs pour les nouveau-nés. Nous avons aussi beaucoup de grandes contributions d'autres financeurs. Il y a 2 décennies, l'USAID était minuscule. Maintenant, le paysage montre comment les USA a augmenté son financement constamment depuis 2007 et maintenant ça autour de 400 millions par année depuis 2011. Nous avons reconnu que les ressources mondiales, y compris la contribution de l'USA, n'est pas du tout au niveau nécessaire pour pouvoir réaliser les ODD pour les nouveau-nés et les taux de mortalité des nouveau-nés de 12 par 1000 naissances pour 2027. Nous voulons réaliser cette cible. L'USAID veut répondre aux stratégies mondiales. Je veux partager quelques exemples de comment nous avons activement été influencés par les stratégies et les discussions au niveau mondial. La plus importante, c'est le développement d'un plan d'action mondial. Le plan d'action de chaque nouveau-né pour articuler une vision partagée, ratifiée à l'OMS en 2014. Élever les nouveau-nés en tant que priorité mondiale. Ça n'en s'est pas arrêté là. L'accord mondial a été suivi par une série de réunions nationales qui ont stimulé les pays pour qu'ils développent leurs propres plans d'action pour les nouveau-nés. Ces efforts mondiaux et nationaux ont demandé des ressources accrues au niveau national. Une autre action qui a influencé l'USAID, ce sont les données solides et l'analyse de tendances publiées en 2012 et 2014. Merci beaucoup, Joy Long, de avoir co-hébergé la publication de ces séminaires. En tant que stratégie pour la santé des nouveau-nés, la première décennie du programme de l'USAID s'est concentrée sur les besoins essentiels des nouveau-nés au niveau communautaire et de soins primaires. Plus récemment, pendant que la communauté mondiale a commencé à prioriser dans les problèmes dans les hôpitaux nationaux, l'USAID a aussi reflété la même priorité. L'USAID a coordonné les priorités avec beaucoup de donneurs. Nous sommes un membre
du groupe ENAP pour mettre sur pied les priorités des nouveau-nés, à l'USAID pour mettre fin aux morts, à la mortinatalité non nécessaire est l'une de nos grandes priorités, ou la santé des nouveau-nés, de la même façon que pour au même niveau que nos programmes de l'FIV ou de l'USAID, du malaria. Donc, nous avons des plans d'urgence et des investissements pour la réponse à FIV et la malaria ou le paludisme. En 2014, l'USAID a été en partenariat avec l'Inde et l'Éthiopie pour mettre un appel à l'action pour empêcher la mortinatalité. Ceci a façonné nos investissements et nous avons soutenu notre concentration à ce niveau-là et nous accueillons vos questions et les questions de suivi. Merci beaucoup. Je vous rends le micro, cher Joy. Merci beaucoup, Nancy. Voici des problèmes vraiment très, très importants, surtout quand vous parlez de l'investissement des pays. Donc, merci beaucoup, Nancy et Lily. Donc, nous allons passer du grand donneur de l'USAID jusqu'à l'Inde, qui est le pays le plus grand qui mène les efforts pour la santé des nouveau-nés, parce que nous avons entendu les financeurs et la recherche, mais il y a un rôle de direction très important pour les gouvernements. Donc, l'Inde a le plus haut nombre de mortinatalité, mais il y a aussi un très grand nombre de magnifiques dirigeants. Donc, je suis ravie de vous introduire le professeur Siddharth Ramji, qui est un professeur de pédiatrie et aussi des évaluateurs leaders pour le plan d'action des nouveau-nés en Inde. Donc, nous allons demander à Siddhartha, que pouvez-vous partager avec nous du point de vue de l'investissement de l'Inde dans les soins des nouveau-nés et vraiment un apport et une augmentation dramatique pour la réduction de la mortalité. Merci beaucoup, Joy. Je pense que la clé à l'investissement continu gouvernemental pour la santé des nouveau-nés il y a eu un plaidoyer solide par les universitaires et par les organisations professionnelles, surtout dans le forum néonatal. C'est important d'un peu regarder, prendre un peu de recul. L'Inde a été un des premiers pays dans le début des années 90 qui a séparé les nouveaux nés des enfants et a amené ça dans le programme principal national. Ça a été critique pour nous parce que nous avons réalisé très vite que, à moins que nous fassions face à la survie des nouveau-nés, la mortalité pédiatrique ne serait plus là. Donc, c'était un grand problème sur lequel nous avons eu beaucoup de convictions. Donc, un point très important de tourner pour l'Inde, pour que le gouvernement indien s'implique, c'est quand le premier ministre de l'Inde en 2007 a lancé formellement une semaine des nouveau-nés que nous fêtons annuellement, que nous faisons tout le temps depuis l'année 2000. Donc, le plus haut niveau des dirigeants politiques, nous avons obtenu leur engagement qu'ils vont continuer à soutenir et à financer toutes nos activités pour passer à la survie des nouveau-nés. Donc, le troisième élément qui est arrivé, qui était très important, c'est que les jours précoces d'activité que nous avons réalisés, qu'il nous fallait avoir des interventions communautaires, mais aussi qu'il nous fallait des établissements pour passer des grandes institutions hospitalières au district, et les initiatives soutenues par l'OMS, l'UNICEF, qui ont mené aux chiffres actuels
d'unités pour les nouveau-nés que nous voyons. Nous avons vu 1000 unités dans le district pour de soins spéciaux pour les nouveau-nés et 22 ou 23 000 infirmières et docteurs, comme vous l'avez dit, qui sont financés par le gouvernement. Alors, le point important, c'est quand le gouvernement a décidé d'utiliser une solution pour s'assurer qu'il y avait un accès universel à des soins de santé équitables et abordables pour tout le monde. Ça a commencé en 2005 et ça s'est accru. Il y a une énorme enveloppe. NCH a partagé ce financement et bien sûr, après les soins post-Covid ont pris le dessus, mais nous avons une enveloppe d'à peu près 4 milliards et demi de dollars américains. Parmi ceux-là, 0,9 milliards de dollars sont dépensés sur le soutien pour les salaires des infirmières et des docteurs qui travaillent dans ces unités. C'est un énorme montant d'argent. Ceci vient largement du centre. Mais l'un des éléments importants, c'est que nous avons obtenu la ratification de tous les gouvernements et il y avait des intrants de la part des gouvernements d'État pour l'infrastructure. Mais comme vous l'avez dit, virtuellement, la facture pour soutenir les salaires viennent du gouvernement central. La raison pour laquelle ils continuent à financer, parce que quand nous avons continué à fournir de nouvelles idées, de nouvelles interventions, ils ont trouvé qu'il y avait vraiment un impact. Donc, la survie a commencé à améliorer, la mortalité a baissé. Il y a eu un grand engagement de la part des entités universitaires et professionnelles de collaborer avec le gouvernement au niveau national et étatique. Et nous avons, au fil du temps, pu nous financer nous-mêmes. L'autre chose importante, c'est que nous ne sommes pas seulement financés pour l'utilisation essentielle, mais nous avons de grands programmes de sensibilisation sur les soins des nouveau-nés et nous avons des travailleurs de santé et des militants sociaux qui sont dans le budget est financé par le gouvernement. C'est un budget séparé de l'autre dont je viens de parler. Donc, il y a aussi, à part la mission nationale, c'était de réduire les dépenses de poche parce que nous savions que les soins des nouveau-nés sont onéreux. Depuis 2018, nous avons l'assurance nationale que notre Premier ministre Ayushman a mis en place qui couvre les nouveau-nés. Depuis récemment, l'année précédente, nous avons étendu la couverture et même le montant d'assurance qui est nécessaire pour les nouveau-nés. Donc, il y a déjà un engagement national pour assurer qu'aucune famille ne devrait devenir catastrophique et aller dans devenir un pauvre s'il leur faut s'occuper des nouveau-nés. C'est pour la population qui est au-dessus de la ligne de pauvreté. La clé, comme je la vois ici, c'est que les universitaires et les organisations professionnelles on continue à garder la pression sur le gouvernement de façon importante. Ils collaborent avec le gouvernement. Nous n'avons rien fait dans ce pays sans être en partenariat avec le gouvernement. Donc, même quand nous obtenons des donneurs qui nous soutiennent, c'est tout enraciné dans le gouvernement et il y a une façon conjointe de regarder comment est-ce que l'argent peut être utilisé. Donc, ceci en Inde, ça a été le cas et donc nous avons notre financement dans le gouvernement a été immense et essentiellement nous avons un engagement pour nous assurer que nous allons atteindre les cibles à ce niveau pour 2030 et nous ne voulons pas que l'Inde s'arrête de faire des contributions, mais nous voulons partager
le fait que nous avons des histoires à succès. Nous allons partager aussi avec vous. Aujourd'hui, nous avons bâti une capacité dans l'industrie pour pouvoir développer des équipements pour les nouveau-nés et pour en fait, nous avons donné des équipements pour les nouveau-nés à la région et nous avons fait des formations d'installation et d'utilisation. Donc, je pense que ce n'est pas seulement que nous avons investi pour la santé de notre propre population, mais nous avons aussi soutenu les pays avoisinants et les personnes qui en ont besoin. En ce qui me concerne, en début, là, nous avons eu tous les leaders politiques qui nous aident et l'implication consistante des universitaires et le gouvernement ont été clés pour nous assurer que notre financement ne nous manque pas. Merci beaucoup. Chaque fois que je vous entends parler, vos collègues en Inde, nous en avons tellement appris et nous voulons tous aller plus vite et entendre l'importance de mettre différents groupes sur pied, de garder la fin en tête et de bâtir un système et des solutions de système et le montant impressionnant de financement. Donc, merci beaucoup. Donc, nous pouvons en apprendre et pour en faire plus. Donc, merci beaucoup. Nous aimerions bien avoir de plus grandes conversations avec vous. Nous allons passer de l'Inde et de leur plan ambitieux pour les ODD de 9 pour 2030 au financement de la recherche. Si vous vous souvenez de la diapo de Priège qui nous a montré 10 financeurs principaux. Nous avons le principal, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Et nous voulons aussi, nous ne savions pas que nous investissions tellement. Par exemple, nous avons EDCTP qui veut dire le partenariat d'essais cliniques des pays développement européen avec 42 millions pendant cette période de temps. Ceci est important. Il nous faut regarder ça et voir quels sont les pays qui aussi commencent à investir et les personnes qui sont très valorisées. Donc, ils ont tellement nombreux qu'on aurait pu remplir la page avec ceci. Donc, elle nous parle depuis Paris où elle soutient, elle est dans un conseil d'administration. Elle est aussi probablement la seule femme et la seule homme qui est une clinicienne et une universitaire parlementaire et leader de l'ONU. J'aimerais vous entendre parler, cher professeur. Pourquoi est-ce que vous pensez que les nouveau-nés sont venus dans vos priorités et pourquoi pensez-vous que les deux CTP fait de plus haut financement que les autres? Et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait plus faire, surtout pour les pays plus pauvres, où il y a encore une lacune dans les données? Vous avez le micro, Marlene. Vous m'entendez? Vous me voyez? Parce que je suis de mon téléphone. Oui, tout va très bien. Merci. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. Et deuxièmement, félicitations à Joe et votre équipe parce que cette publication, nous avons parlé, des nouveau-nés. J'étais vraiment très impressionnée de lire vos revues et vos papiers. Donc, félicitations. Pour les DCTP, je veux vous dire que n'est pas aussi connu, comme vous l'avez déjà dit. Ça veut dire le partenariat d'essais cliniques des pays en développement européen. Donc, ça a commencé il y a 20 ans seulement pour la tuberculose, le paludisme et le FIV. Et après, il y a eu un autre qui c'est pour une autre couverture d'autres infections moins communes, surtout dans les pays africains. Donc, j'ai été avec le EDCTP depuis le départ dans différentes capacités. Donc, nous sommes ici à Paris
pour nos réunions annuelles. C'est un grand forum, une grande conférence, mais ici également pour ouvrir le nouveau EDCTP où la santé mondiale est plus importante. Vous allez vous demander toutes ces infections et les nouveau-nés, comment est-ce que ceci vient ensemble? Donc, mes collègues, y compris moi-même, ont mis beaucoup de concentration sur la santé maternelle et la santé des des néonatales, en plus, bien sûr, du VIH et la transmission du sida et toutes ces choses. Donc, mais également les infections, la mortalité néonatale, mais surtout en relation avec les infections. C'est la raison pour laquelle nous avons eu un peu du financement sur le DCTP pour la santé, les soins maternels et néonatales. Pour l'avenir, nous avons un membre du groupe de conseil scientifique en travaillant avec les autres comités, avec l'Europe et le financement. Nous voulons avoir plus de financement pour les femmes et les enfants, y compris les soins pédiatriques, néonataux, etc. Ça a été un sujet pour l'appel de 2023. Ce sera moins clair en 2024, mais encore en 2025, ce sera très prépondérant. Donc, pour la personne qui s'intéresse aux recherches, parce que le DCTP, nous rassemblons les chercheurs et nous voulons aussi nous étendre à l'immunisation maternelle, la vaccination, mais le point clé, c'était les maladies infectieuses. Il y a beaucoup de choses, travail à effectuer. J'espère que c'est clair. Je voulais, Joy, parler à votre communauté et vous avez travaillé ensemble à publier que la santé des nouveau-nés compte. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire à ce niveau. En tant que parlementaire et politicienne, je voudrais passer aussi plus nous avons une thématique et des passions thématiques, les mères et la mortinatalité, etc. Nous sommes déjà référés où les orateurs précédents ont parlé de l'INAP, c'était très bien. Directrice du département de la santé dans le département à l'OMS qui travaillaient ensemble avec d'autres services. Il y avait beaucoup de chevauchements, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons lancé l'ENAP et 6 mois ou un an plus tard, le PMM, la mortalité maternelle. Donc, nous voulons éviter, oui, nous voulons avoir plus de financement pour les nouveau-nés et les morts-nés, mais nous voulons vraiment y travailler. Je suis impressionnée du NEST. Vous êtes la dirigeante et le plan d'innovation à ce niveau. Bien sûr, ils ont leurs points particuliers, mais je suis heureuse d'entendre parler de l'USAID et de professeur Ramji de l'Inde. Nous avons besoin de plus d'argent pour faire les recherches, mais de façon continue, nous voulons voir la mortalité, nous devons parler des nouveau-nés, de la mortinatalité. Donc, nous devons éviter des compétitions parallèles et des demandes de financement. C'est très bien que nous avons commencé cette analyse, avoir des révisions systématiques pour nous assurer que cet argent va à la mortinatalité. C'est tellement important. Mais nous devons faire tout ceci aussi pour les mères et les nouveau-nés. Nous sommes tous convaincus que pour les nouveau-nés et les morts-nés, nous avons depuis le départ dit que les interventions les plus efficaces au niveau du coût, c'est pour réduire la mortinatalité, c'est d'avoir
des organes de femmes pour que les femmes décident combien d'enfants elles veulent avoir. Donc, il nous faut rassembler tout ceci et avoir un ordre du jour conjoint où les agences des femmes est l'un des éléments clés et parler en termes et priorités spécifiques. Je vais m'en arrêter ici, mais voici ma contribution au panel. Merci beaucoup. Merci Marlène. Vous voyez dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui applaudissent. Ceci est tellement important. Les femmes et les mamans et leurs enfants sont ensemble. Il nous faut travailler ensemble. Nous sommes complètement d'accord. Nous avons commencé avec ça. Il nous faut revenir, boucler la boucle. Donc, en tant que parlementaire, c'est une magnifique transition pour la magnifique Doris. Doris, nous aimerions beaucoup vous accueillir. Je sais que vous allez vous dépêcher d'aller faire la rencontre du premier ministre de Tanzanie. Vous êtes vous-même la mère d'un enfant après terme. Vous êtes une grande militante pour les enfants et des mères ensemble. Que pouvez-vous nous dire des choses qui vous ont aidé à faire du militantisme? Mais nous aimerions beaucoup vous entendre car c'est si important. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup. J'essaye d'allumer ma caméra pour que vous puissiez me voir. Je vais commencer par vous dire comment tout ceci est arrivé. J'ai vu une note d'ouvrir ma caméra. Je suis d'abord tellement heureuse d'être parmi vous et reconnaissance à professeur Ramji Temerman et Dr Loventhal. J'ai eu un rôle différent pour mon plaidoyer parce que moi-même, en tant que moi-même, j'étais née à 900 grammes et j'ai pu devenir le modèle de beauté ancien de la Tanzanie. Ça m'a montré le besoin de m'occuper de ce genre de thème parce que c'est 48% des naissances dans mon pays. Donc, j'ai commencé par la fondation, la Doris Mollel Fondation, qui a été fondée il y a 8 ans. Pendant les 3 premières années, c'était très difficile parce que personne ne comprenait qu'est-ce que voulaient dire les soins pour les nouveau-nés. Et les politiques ne s'intéressaient pas beaucoup à ça. En 2016, nous avons commencé à penser à avoir des personnes pour nous soutenir pour réduire parce que l'un des thèmes clés retenus en 2012, c'est comment est-ce que nous pouvions soutenir les morts, non, les naissances après terme. Et donc, il y a eu de grandes actions à faire. Donc, je m'y suis mis à travailler. Nous avons parlé au secrétaire du ministère de la Communication pour demander leur coopération dans les sujets biologiques et il nous a référé à une communauté de développeurs. Mais après, le gouvernement ne pouvait pas changer le cours d'études et en 2017, nous avons travaillé à d'autres points et les parties prenantes ont parlé de 6 mois pour les femmes pour des bébés après terme et 6 mois pour les pères des bébés après terme. Et nous avons passé une grande championne juge qui était aussi née prématurément et elle nous a préparé après qu'on rencontrait les membres du Parlement et ils s'intéressaient à ça parce qu'il s'agissait d'un groupe parlementaire de femmes et je n'avais pas assez de pouvoir. Et lorsque la COVID est venue, nous avons eu tellement de financement à faire pour les parents qui n'avaient pas l'argent pour payer pour l'égout de leur bébé prématuré. Donc ici, dans notre pays, de l'année précédente et les années avant,
les parents devaient payer de leur poche pour se payer pour leur bébé né prématurément. Et même les couvertures santé ne payaient pas. Donc, nous avons demandé aux assurances privées avec leur propre unité et on nous ont rencontrés. C'était pas facile de les convaincre. Ça nous a pris 2 ans pour être d'accord pour incorporer les coûts des bébés après terme dans le cadre de leur assurance. Nous voulions surtout couvrir la santé de la mère. Donc, c'était un temps très intéressant pour nous et nous avons décidé, après la COVID-19, c'est que nous avions besoin de tous ces éléments clés, l'assurance santé, les congés de maternité. Nous avons aussi demandé au gouvernement de soutenir les petits bébés prématurés si la mère a été décédée ou le bébé avait été abandonné. En 2021, nous l'avons lancé en rencontrant tous les membres du Parlement. C'est un grand événement de 3 jours pour expliquer la raison de l'importance de ceci. Nous avons travaillé avec l'orateur, ancien orateur du Parlement de la Tanzanie. Et le comité l'a amené au Parlement l'année précédente avec une grande poussée et c'était au mois de février. Lorsque le budget a été annoncé au mois de juin, le ministère de la Santé a annoncé que le gouvernement allait avoir un budget pour les bébés prématurés, qui était l'un de ses points principaux pour l'ordre du jour pour soutenir les bébés prématurés. 23,3 milliards de dollars ont été alloués par le gouvernement pour les bébés prématurés en Tanzanie. Nous n'aurions pas pu le faire mieux sans nos politiques qui poussaient cet agenda, mais ceux-ci, ils sont allés voir leurs constituants pour donner de l'argent. Imaginez-vous combien de financement a été fait en visitant à peu près 30 membres du Parlement dans leur constituance. Donc, nous sommes heureux pour résumer notre agenda. Ça nous a pris à peu près 6 ans à pousser les choses pour qu'elles en arrivent au niveau où elles en sont actuellement. Elles en sont actuellement. Donc, le gouvernement change et en 2024, il y aura un nouveau cours d'action et la connaissance au niveau des bébés prématurés et la connaissance de tout ce sujet sera popularisée. Nous pensons que le sujet sera connu partout en Tanzanie et donc ils ne vont pas aligner avoir un bébé prématuré à être une malédiction parce que les pères et les maris quittent leurs femmes parce qu'ils pensent qu'il s'agit là d'une malédiction. Et nous sommes heureux maintenant que le gouvernement, l'assurance gouvernementale et l'assurance privée couvrent les soins de maternité. Et donc, toutes ces choses magnifiques et ce travail et le travail du gouvernement. Et nous sommes les militants pour ceci. Ce qui est magnifique, c'est que il y a Dorcas Lourasan a donné 20 millions en liquide et 50 millions pour l'équipement pour soutenir les hôpitaux du district. Tout ceci vraiment est un grand investissement. Mais il y a une semaine, j'étais avec une femme, une mère d'un bébé prématuré et je l'ai rencontrée au centre de soins d'urgence des nouveau-nés. Et donc, nous avions 3 salles d'admission. Nous avions Lucine, l'unité des soins intensifs pour nouveau-nés, et elle est venue nous donner son propre témoignage pour que il faut vraiment savoir, on ne sait pas vraiment, elle ne savait vraiment pas qu'est-ce que c'est qu'un bébé prématuré jusqu'à que les soins
les siens propres soient nés, ce qui lui est arrivé l'année dernière. Donc, bien sûr, on ne comprenait pas ceci jusqu'à que ça nous arrive sur notre bureau. Cette année, le 6 juillet, nous avons eu un événement avec le vice-président de la Tanzanie qui a donné 20 millions de shillings pour les bébés prématurés et il a eu un engagement pour continuer à le soutenir. Donc maintenant, ceci a motivé le président de Zanzibar en Tanzanie de poursuivre son soutien des bébés prématurés. Donc, si j'en reviens, il y a 8 ans, quand personne ne s'intéressait à ce sujet, et jusqu'à maintenant, chacun des politiques en parle, les hommes parlent de quand eux-mêmes étaient nés prématurément. Donc, parce qu'ici, d'être né prématurément, c'est toute une affaire. Donc, il y a tellement de choses qui sont associées avec tout ceci. Mais je suis heureuse que le rôle du gouvernement est là, mais le rôle des politiciens et tout ceci sera un élément clé pour pousser l'agenda politique et même les donneurs qui mettent de l'argent dans ceci regardent à comment investir dans les soins néonataux pour les programmes ou les activités dans leurs institutions, mais ils le voient en tant que tendance dans le gouvernement. Donc, je m'attends que beaucoup de financeurs et de bailleurs de fonds viennent de beaucoup d'institutions pour soutenir. Et je vois que ceci nous voyons que le taux de mortalité a vraiment baissé. C'est à ça que je m'attendais. Et je vois que nous voyons ceci. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon visage ou pas. Vraiment, merci beaucoup. Votre visage est magnifique. Vos mots sont magnifiques. Vous exemplifiez dont on parlait au sujet des organes de femmes. Vous avez utilisé votre voix et pour les autres femmes et les autres mères. Nous sommes vraiment reconnaissantes. Et je suis désolée, nous n'avons plus de temps. Nous aurions pu faire ce webinaire pendant encore une heure. Je veux remercier tout le monde pour les personnes qui sont ici. Vous pouvez applaudir pour ces magnifiques membres du panel. Nous avons entendu des financiers, des chercheurs, des parlementaires. Nous avons entendu des femmes militantes très puissantes pour l'importance de garder les femmes et les mères ensemble et nous servir et le relier au gouvernement. Je veux remercier tout le monde, les personnes qui ont fait ce travail. Je veux saluer Priyesh et Megan pour vraiment un très grand montant de travail et toutes les autres personnes qui me parlent. Je veux vous dire qu'il s'agit là d'un temps tellement passionnant pour arriver au jour national de la prématurité le 17 novembre. Nous voulons nous assurer qu'il y ait plus de financement et les exemples de Doris et les autres exemples de toutes les personnes du panel sont critiques. Veuillez bien en parler à tout le monde et merci à tout le monde de vous adjoindre à nous. Venez bien venir le 14 novembre pour entendre la compétition. Nous avons eu beaucoup d'entrées pour l'investissement et la mise en œuvre et des papiers très pratiques pour les pédiatres, les soins pédiatriques aussi. Donnez-nous vos réflexions sur ce que vous voulez entendre. Nous voulons savoir quoi faire l'année prochaine. Veuillez soumettre des suggestions, Joy. Et nous sommes reconnaissants à la Fondation pour pouvoir avoir l'interprétation en français. Et merci pour l'équipe, surtout pour Lorraine et Toby qui ont travaillé tellement dur là-dessus. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée et partagez bien ces données. Merci beaucoup.